Bienvenue à vous tous dans ce nouveau numéro de Tout Contrôle sur Golf TV Africa. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Depuis la promulgation du Code foncier domanial au Bénin en 2014, seuls les détenteurs du titre foncier sont propriétaires de plein droit au vu de la loi. Mais malgré cette disposition légale, plusieurs autres titres de propriété tels que les conventions de vente, l'acte de donation, etc., continuent d'occuper une grande place dans les transactions foncières. Certainement pour en finir avec tout ceci que le gouvernement, à travers le Code foncier domanial, a prévu qu'à partir de 2023, donc aucune transaction foncière ne sera sans titre foncier. Quelles peuvent être les implications d'une importante décision qui concerne l'ensemble des Béninois? Sera-t-il vraiment possible? C'est justement pour en parler que nous avons invité pour vous aujourd'hui un spécialiste des questions foncières. Et avec moi dans ce studio pour le recevoir pour vous, Charbel Aïou. Bonjour à vous. Bonjour Manchoukurat Fatumbi, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous téléspectateurs, vous auditeurs, ensemble avec vous sur tous nos réseaux, merci de rejoindre cette émission. Titre foncier obligatoire à partir de 2023. Quelle chance pour l'aboutissement de la réforme. Nous en parlons aujourd'hui avec Daouda Moussé. Monsieur Moussé, bonjour. Bonjour, monsieur Charbel Aïou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Monsieur Moussé, vous êtes expert foncier, inspecteur des impôts. Vous êtes aussi juriste et pour être plus précis, vous êtes l'auteur de l'ouvrage bréviaire du foncier au Bénin. Monsieur Moussé, une fois encore, bonjour. Première question, qu'appelle-t-on foncier? Merci de m'avoir invité ici. Bonjour à nouveau et bonjour Madame Fatombi. Vous savez, si les conflits fonciers en Afrique ne vont pas nous amener à une troisième guerre mondiale, elles vont quand même contribuer à des situations irréparables. Et le Bénin ne fait pas exception face à ces situations. Alors, si le Bénin n'est pas une exception de ce côté, en revanche, il paraît comme exception dans la gouvernance foncière entreprise depuis près de 6 ans par le gouvernement actuel. Il paraît comme une exception en ce sens que beaucoup de réformes ont été introduites dans la gouvernance foncière et je n'en témoigne. Ce code foncier qui, promulgué en 2014, a été modifié, complété en 2017 et est à nouveau à la table de l'Assemblée nationale pour être encore modifié et complété. Cela donc témoigne de ce que, particulièrement au Bénin, les gouvernants ont le souci de nettoyer l'écurie. C'est en cela que je voudrais d'entame remercier le gouvernement de Patrick Talon pour le sens de probité, pour le souci que ce gouvernement a à pouvoir quand même faire de la gouvernance foncière sa préoccupation majeure. Une fois encore, je les remercie et je vous remercie ici de m'avoir invité. Alors, le titre, le foncier, c'est la terre et tout ce qui repose sur la terre, tout simplement. Alors, Monsieur Moussé, vous êtes expert foncier, une loi votée et promulguée en 2013. C'est 10 ans après, soit en 2023, que le gouvernement veut obliger les citoyens à se conformer. Est-ce que les populations n'auraient pas eu le temps d'oublier? Pourquoi cette longue période de latence? Oui, avant de répondre à votre préoccupation, à votre question, permettez-moi d'expliquer aux populations ce qu'on peut attendre par titre foncier. Le titre foncier, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici aujourd'hui, le titre foncier est un document de preuve qui est délivré après une procédure contradictoire de confirmation de droit foncier. Au Bénin, en tout cas depuis 2013, c'est le seul document qui confère la pleine propriété à son titulaire. C'est-à-dire, lorsque vous avez le titre foncier, l'État non seulement vous reconnaît comme propriétaire
mais aussi protège votre bien immeuble. Voilà. Pour revenir sur votre préoccupation, la loi sur le foncier qui a été votée en 2013 et promulguée en 2014, 10 ans après, voilà, 10 ans, c'est 10 ans après que, soit en 2023, que le gouvernement, j'allais dire comme ça, les textes exigent que avant toute action, toute transaction, il faut avoir le titre foncier. Oui, vous savez, dans un pays qui regorge des gouvernants intelligents, lorsque vous mettez une loi, vous votez une loi qui touche au vécu quotidien des populations, vous devez prévoir une période transitoire. Donc, ce n'est pas une période de latence, mais plutôt, ce n'est même encore moins une période d'observation. C'est en réalité une période transitoire. Dans un texte qui est bien conçu, vous avez la période transitoire et vous avez la période définitive. Alors, la période transitoire ici, pour la loi sur le code foncier, devrait permettre aussi bien aux gouvernants qu'aux populations de faire quoi? Une loi votée en 2013. Cette loi qui est votée en 2013 fait obligation aussi aux structures communales, par exemple, d'installer certaines structures qu'on appelle sections villageoises de gestion foncière. Ces structures appelées sections villageoises de gestion foncière ont pour rôle quoi? Ce sont ces structures qui sont appelées à délivrer des actes présomptifs de propriété qui devraient permettre aux populations d'aller au titre foncier. Lorsque nous prenons, par exemple, l'attestation de détention coutumière, appelée communément ADC, qui sont ceux qui délivrent l'ADC? Ce sont les sections villageoises de gestion foncière installées dans chaque village de chaque commune qui sont habilitées à délivrer ce document qu'on appelle attestation de détention coutumière sur les terres rurales. Lorsque vous n'avez pas l'attestation de détention coutumière sur les terres rurales, vous ne pourriez pas aller au titre foncier. Et c'est la même loi de 2013 qui a introduit l'instauration de cette section. Alors, une loi qui a été votée en 2013, il faut permettre d'abord d'installer ces sections villageoises, ces structures, dans tous les villages de toutes les communes. Après leur installation, il faut les former et les informer. Tout ceci prend du temps. Et c'est pourquoi le législateur très intelligent a prévu cette période transitoire qui va permettre à chaque commune d'installer cette structure. Mieux, la loi qui a été votée en 2013, promulguée en 2014, a dit que la seule structure habilitée à délivrer les titres fonciers est l'Agence nationale du domaine et du foncier. Vous savez, la loi a été votée, la loi sur le foncier a été votée en 2013, mais c'est en 2018, soit 4 ans après, que l'Agence nationale du domaine et du foncier a été opérationnelle. C'est-à-dire, c'est 4 ans après que l'Agence nationale du domaine a commencé véritablement à délivrer les titres fonciers. Cela veut dire qu'avant cela, personne n'a pu avoir son titre foncier. Non, évidemment. Il y avait une structure qui délivrait les titres fonciers. L'Agence nationale du domaine et du foncier, en réalité, est un démembrement de la Direction générale des impôts. Il y a quelques années, merci, on disait Direction générale des impôts et des domaines. Et du domaine. Ça veut dire quoi? C'est l'expression domaine qui a été simplement transformée en Agence nationale du domaine
du foncier et du domaine. Autrement dit, la Direction générale des impôts ne s'occupe plus aujourd'hui des domaines. Non, le domaine a été transformé en ANDF. Donc, avant la création de l'ANDF, c'est bel et bien la Direction générale des impôts qui a toujours délivré les titres fonciers. C'est pour dire quoi? C'est pour simplement dire que la période transitoire prévue par le législateur nous a permis de mettre en place des structures qui devraient permettre de délivrer des actes présomptifs de propriété, nous a permis d'aller profondément dans la sensibilisation, a permis à l'ANDF de s'organiser et d'être opérationnel. Et ce n'est pas une période de 10 ans en réalité. Parce que la loi a été votée en 2013. Et le législateur a dit, OK, je donne 5 ans. Je donne 5 ans pour que tout cela soit mis en place. Donc, la période transitoire devait prendre fin en 2018. 2013, 5 ans de période transitoire, ça fait 2013 à 2018. Mais on en était là quand le nouveau gouvernement qui a pris le pouvoir en 2016 a modifié, complété le code foncier en 2017. Puisque le régime a touché le code foncier en 2017, lui-même a augmenté la période transitoire de 5 ans. Ce qui nous conduit aujourd'hui en 2023. Donc ce n'est pas une période d'observation comme vous pouvez le penser, mais une période qui permet aussi bien aux gouvernants, aux collectivités territoriales et aux populations de s'imprégner de ce qui nous attend, de mettre en place certaines structures. Ça va vous faire marrer peut-être. Si un autre gouvernement arrive maintenant et subitement remodifie la loi, on aura encore une autre période transitoire de 5 ans, n'est-ce pas un peu trop tout ça, pour qu'on en soit à la mise en application effective de la loi 10 ans après son adoption? Non, vous savez, dans un pays qui est soucieux du bien-être des populations, c'est ainsi que ça se passe. C'est-à-dire, nous devons se réjouir de ce qu'au Bénin, nous n'avons pas, les gouvernants n'ont pas choisi d'opter pour une législation foncière rigide. Lorsque vous prenez un pays tel que le Cameroun, je vous assure que la loi sur le foncier qui est en vigueur aujourd'hui date de 1976-77. C'est quand même un peu étonnant. Lorsque vous prenez un pays à côté de nous, tel que le Togo, ce n'est qu'en 2018 que le Togo a eu son compte foncier et domanial. Le Bénin, déjà, en 2013, a déjà dit, écoutez, nous ne pouvons pas continuer dans ce méli-mélo. Il faut faire asseoir une législation correcte qui puisse servir aux populations. C'est ainsi déjà qu'en 2013, le code foncier est intervenu. Mieux, en 2017, les gouvernants ont constaté qu'il faut réajuster, qu'il faut adapter ce code parce que tout est dynamique. On a encore révisé et complété le code en 2017. En 2022, actuellement, le même code est sur la table de l'Assemblée nationale pour être révisé, complété. Cela n'est pas une mauvaise chose. Ça témoigne de la dynamique. Ça veut dire qu'on a une législation souple, qui est modifiable et adaptable pour que les populations puissent se retrouver dans ce que les gouvernants font. Donc, à mon avis, c'est une bonne chose de réviser de parfait ce qui n'est pas parfait, parce que seuls ceux qui ne font rien se trompent.
Alors, Monsieur Moussé, vous venez de le dire, un code foncier sorti en 2013 et déjà en 2017, pendant que les populations peinent à prendre connaissance du contenu, il a été modifié. Et comme si cela ne suffisait pas en 2022, le même code foncier se trouve actuellement sur la table des députés pour être modifié pour la 3e fois. Vous êtes expert, vous voyez avec nous pas une instabilité juridictionnelle qui pourrait même mettre à mal les investissements et semer une confusion au sein des populations. Un peu comme ce que je vous demandais tout à l'heure. Oui, oui. Allait comme par hasard se passer prochainement. Oui, votre question ne manque pas de pertinence parce que lorsque vous êtes dans un pays où vous avez une législation instable, vous avez toutes les chances de voir les investisseurs fuir votre pays et même vous mettez du doute dans la tête des populations. Mais ici, pour ce qui concerne, comme je l'expliquais tout à l'heure, de long en large, pour ce qui concerne le code foncier et domanial, nous ne pouvons pas continuer d'appliquer une législation foncière du colonisateur alors que nous sommes déjà indépendants. Vous savez, avant 2013, la loi sur le foncier qui était appliquée est la loi de 1965. Pendant que nous avons été déjà, nous avons notre liberté, pendant que nous avons pris notre indépendance, vous pensez que 20 ans, 25 ans après, que le Bénin continue d'appliquer une loi de 1965, tout comme si nous ne savons pas réfléchir, tout comme si nous ne savons pas que tout est dynamique. Au Bénin, nous avons dit non, il faut adapter la législation foncière à tout ce qui se passe jusqu'à nos jours. C'est pourquoi, en 2013, le code est né et a oublié la loi de 1965. Et cette loi de 2013, qui met fin d'ailleurs au dualisme juridique, c'est-à-dire, entre-temps, nous avons reconnu, ce qui est reconnu, c'est que la loi moderne cohabitait avec la loi coutumière, si bien que c'est du flou partout. Ça ne permet pas de sécuriser vraiment nos terres, nos biens immeubles. À partir de 2013, le Bénin a dit, je finis avec le dualisme juridique, j'installe la loi sur le code qui ne reconnaît que le titre foncier comme le seul document de preuve sur nos propriétés foncières. Je crois pour ma part qu'il ne s'agit pas d'une instabilité, comme vous le dites ici, mais plutôt d'un souci, d'une volonté politique des gouvernants à aller en avant, à servir au mieux les populations, car comme je l'ai dit tout à l'heure, il est toujours mieux d'avoir une législation foncière souple plutôt que d'avoir un code foncier domanial rigide qui ne bouge pas, qui ne s'adapte pas aux conditions nouvelles. Alors dites-nous concrètement, monsieur l'expert, qu'est-ce qui se passera à partir de 2023 en ce qui concerne la gouvernance foncière au Bénin? Oui, il faut retenir à ce niveau simplement que à partir du 14 août 2023, je précise, et j'insiste sur ça d'ailleurs, si aucune modification ne survenait, parce que le code foncier ici dit de façon expresse, qu'à partir de 14 août 2023, pas d'opération sans le titre foncier. Si aucune nouvelle modification n'intervenait jusqu'au 14 août 2023, personne au Bénin ne pourra plus
vendre une portion de sa parcelle ou de sa maison s'il ne détient le titre foncier. Personne ne pourra plus donner une maison, une parcelle, même à son enfant, si préalablement il ne prenait pas de titre foncier pour sa parcelle. Personne ne pourra plus échanger, faire des échanges sur des biens immeubles s'il ne détient pas le titre foncier. Personne ne pourra, aucun maire du Bénin ne pourra plus affirmer les conventions de vente. À partir du 14 août 2023, c'est fini. Il n'y a plus d'affirmation. Aucun maire ne pourra affirmer les conventions de vente si la parcelle, objet de transaction, ne détenait de titre foncier. Monsieur Moussé, oui. Ne voyez-vous pas tout ceci très compliqué pour les pauvres populations? Vous savez, la grande masse n'est pas allée à l'école, n'est pas aussi instruite que vous, ni le législateur, ni les gouvernants. Certains sont des propriétaires terriens, ils ont dans leur village, dans leur localité, des hectares de terre, ils cultivent certaines, en donnent à leur progéniture, vendent d'autres. Mais aujourd'hui, la loi dit, sans titre foncier, on ne peut pas vendre une portion, on ne peut pas faire une donation, on ne peut pas faire un échange, ce que faisaient les populations avec suffisamment d'allégresse. Aujourd'hui, vous allez demander, la loi va demander, si vous le permettez, aux populations de Didi Kekegon ou bien de Tchoumi Tchoumi, que les terres laissées par leurs parents depuis des générations prennent un titre foncier, alors que les populations ne savent même pas ce qu'on appelle titre foncier. N'est-ce pas très compliqué, n'est-ce pas là que l'État même veut compliquer les choses pour les populations au lieu de leur faciliter? Merci, votre question ne manque pas de pertinence. Vous savez, nous venons de loin, 40 ans, plus de 40 ans après l'indépendance. Pour avancer, nous devons avoir des comportements forts, nous devons avoir une législation forte. Nous ne devons pas continuer de végéter dans l'improvisation. Vous parlez on veut imiter l'Occident. Permettez-moi de parler en ces termes. On veut les imiter alors que nous avons nos réalités propres. Je ne le pense pas. Vous parlez des populations et le gouvernement qui pense instaurer, qui pense obliger ces populations à avoir de titres fonciers, vous ne pensez pas que c'est pour leur bien-être? Nous avons dit ici, j'ai évoqué dans mon ouvrage, que lorsque vous allez dans les cours et tribunaux, c'est 80% des problèmes portés devant les cours et tribunaux, 80% représentent la partie litige sur le foncier. Vous ne pensez pas que ces litiges proviennent de ce que les propriétés foncières ne sont pas sécurisées. C'est-à-dire, en un mot, que si la grande masse, si chacun se levait et prenait de titres fonciers pour ces parcelles, les conflits fonciers se seraient diminués de façon drastique. Et c'est le souci qu'a le gouvernement en obligeant chacun à aller prendre de titres fonciers. Je crois que vous ne devez pas voir seulement le côté social de la chose. Vous devez voir, quand je prends de titres fonciers, quels sont les avantages pour moi, pour ma famille, pour mes progénitures, plutôt que de voir peut-être le fait que le paysan n'a pas, peut-être, vous parlez de moyens, vous parlez de l'ignorance, vous parlez de l'analphabétisme. Vous avez dit ici, madame, que 10 ans après, est-ce que ce n'est pas trop? Je pense que je vais vous opposer cette question pour vous dire, en 10 ans, nous avons eu suffisamment. Ce n'est pas la première fois que vous êtes en train de me recevoir sur votre chaîne pour parler des questions foncières. Et je le fais
avec mes propres moyens. L'ANDF fait déjà beaucoup pour la sensibilisation, pour sensibiliser. Je voudrais profiter donc de l'émission de vos micros ici pour remercier déjà le directeur général de l'ANDF, Dr Koublenoum Vitorien, qui fait assez pour sensibiliser. Vous ne voyez pas que le code foncier qui est intervenu en 2013, et c'est 10 ans après, soit en 2023, qu'on oblige maintenant les populations à avoir de titres fonciers. Nous avons passé beaucoup de temps à sensibiliser. Maintenant, au lieu de me poser cette question, si j'étais peut-être à votre place, je dirais que nous allons demander au gouvernant d'assouplir les conditions de délivrance du titre foncier à ces pauvres. C'est encore une autre paire de manches, puisque ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 30 000, c'est des centaines de milliers, de millions de francs. Absolument, nous allons faire des requêtes pour que les gouvernants puissent voir d'abord dans la procédure de délivrance, dans la procédure, puisque les procédures sont corsées. Aujourd'hui, vous avez plus de 5 000 titres fonciers qui ne sont pas en train de sortir, justement à cause des procédures de délivrance. Alors dites-nous, ceux-là qui, avec leur attestation de détention coutumière, ont hérité des maisons, des parcelles, et aujourd'hui n'ont plus leurs parents en vie, quelles sont les dispositions que ces gens-là doivent prendre pour obtenir leur titre foncier? Non, il n'y a pas de souci. Lorsque vous avez acquis des biens, des parcelles par héritage, ça voudrait dire vraisemblablement que vous n'avez pas de documents. Votre papa est né, il a grandi, il est présumé propriétaire, au Bénin c'est reconnu, et puis un jour il meurt, vous héritez de ces parcelles sans le moindre document, et la moindre pièce. Dans 80% des cas, dans 80% des populations détentrices de propriétés foncières, qu'on remarque, sont dans cette situation. Absolument, absolument. Sans aucun document. Même à Cotonou, des héritiers n'ont pas les documents des maisons dans lesquelles... Depuis 2013, le législateur a réglé ce problème en disant toute personne qui a hérité de façon coutumière, c'est-à-dire sans preuve, sans document, une portion de terre, il se dirige vers la section villageoise de gestion foncière de son village. Et cette structure procède à une enquête qu'on appelle EPC, enquête publique et contradictoire, pour vérifier si vraiment il a hérité cette parcelle de son papa. Lorsque c'est vérifié, la mairie du lieu de situation délivre à ce monsieur une pièce qu'on appelle l'ADC. En réalité, il n'y a pas de délivrance d'ADC sans l'enquête publique et contradictoire. Et l'ADC, en réalité, se délivre, je l'insiste, sur des parcelles qui n'ont aucun document. Donc, le législateur a réglé ça. Lorsque vous avez l'ADC, vous passez maintenant au titre foncier, de façon simple. Je reviens encore pour vous dire, mon souci ici, c'est de solliciter les gouvernants à alléger la procédure d'obtention pour, n'est-ce pas, ces milliers de populations qui ne s'y connaissent pas et qui ont des hectares de parcelles dont on les oblige aujourd'hui le titre foncier. C'est d'abord d'alléger la procédure d'obtention et ensuite de voir le coût, de délivrance du titre foncier. Et je compte sur la bonne foi de l'actuel gouvernant parce que j'ai la foi que la révision qui va intervenir en 2022 va pencher sur ces deux cas, c'est-à-dire
l'allègement des procédures d'obtention de titres fonciers et le coût aussi de délivrance. Et comme vous le disiez, vous disiez qu'il n'y a pas possibilité de vendre de parcelles, il n'y a pas possibilité qu'un enfant hérite s'il n'y a pas de titre foncier à partir de 2023. Que deviennent alors ces propriétés-là s'il n'y a pas possibilité de les vendre, s'il n'y a pas possibilité de les léguer? Ah non, il ne faut pas faire l'amalgame. Si en 2000... c'est ce que dit la loi. Non. Il ne faut pas faire l'amalgame. C'est ce que comprend les milliers de personnes. Alors, allez-y. À partir de 2023, nous sommes en 2023, par exemple. J'ai une parcelle qui n'a pas de titre foncier. Je vais opérer, c'est-à-dire je vais vendre ou je vais donner. Je vais d'abord, on n'a pas fermé, la NDF ne ferme pas ses portes pour la délivrance du titre foncier. Si en 2023, je n'ai pas de titre foncier et que la loi me dit que je dois avoir de titre foncier, je vais remplir les formalités pour qu'on me délivre le titre foncier. Ce n'est pas que à partir de 2023, si le titre foncier n'est pas avec moi, non. J'ai mon attestation de détention coutumière en 2023. Je n'ai pas le titre foncier. La loi me dit de joindre mon attestation de détention coutumière à certaines pièces et d'aller à l'ANDF pour obtenir mon titre foncier. Donc, je fais d'abord cette formalité d'obtention de titre foncier et ensuite j'opère. Je fais ce que je veux faire avec le titre foncier. Ça veut dire quoi? À partir de maintenant, passant par 2023, 2024, 2025, on va toujours continuer de délivrer les titres fonciers. Seulement, si je n'ai pas ce titre foncier en 2023 et que je veux vendre par exemple ma parcelle, je fais tout possible pour remplir les formalités et l'Agence nationale du domaine et du foncier me délivre mon titre foncier d'abord avant de continuer sur mon chemin. Voilà ce que nous devons comprendre par là. Alors, M. Roussier... L'État ne va pas arracher aux populations leurs terres. Mais vous avez légitimement acheté une parcelle. Non, supposons que je sois dans un petit village de Nati Tengou, j'ai une trentaine d'hectares qui étaient utilisés par mon arrière-grand-père qui, de génération en génération, m'a été légué, puisque je suis encore le seul vivant, le domaine m'a été légué. Voilà que je ne suis jamais allé à l'école. Et je n'ai pas forcément l'information. Et puis, maintenant, l'État dit qu'il faut avoir le titre foncier. Quelqu'un ne va pas se lever demain, aller voir l'État pour dire que c'est son domaine, puisque ça se passe déjà. Écoutez... l'État ne va-t-il pas dire à partir de 2030, tous ceux qui ne sont pas détenteurs de titres fonciers, je leur arrache leur parcelle? Vous avez légitimement acheté une parcelle. Et l'État béninois vous dit, à partir de 2023, si vous voulez faire une transaction foncière, vous devez avoir de titre foncier. Ça veut dire quoi? Tant que ce n'est pas une transaction foncière. Tant que ce n'est pas une transaction, tant que ce n'est pas une donation, tant que la parcelle ne veut pas, de façon générale, passer d'une main A à une main B, l'État ne vous oblige pas à faire quelque chose. Mais vous êtes assis sur des œufs. Parce que comme vous le dites si bien, si un jour, quelqu'un, par des acrobaties, parvenait à avoir le titre foncier sur vous, votre parcelle, vous pensez que c'est un problème pour l'État? Mais c'est un problème pour vous. Et c'est pour finir avec ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est une forme de sensibilisation. Vous parlez des parents, mais ces parents-là, ce sont les parents à qui? C'est vos parents, c'est mes parents. Madame, ce sont vos parents. Si vous avez l'information, il n'y a pas de raison pour que ces parents n'aient pas l'information. Et on dit plus haut, nul n'est censé ignorer la loi. Je pense que pour notre bien, même si nous ne voulons pas
faire des opérations, nous devons sensibiliser les populations. Ce n'est pas facile, je le sais. Nous devons sensibiliser les populations à aller au titre foncier pour se dire, même à ma mort, les parcelles-là restent et demeurent la propriété de mes enfants. Alors, vous êtes expert foncier, vous êtes également président d'ONG. Dites-nous, quelles sont les démarches que vous autres entreprenez déjà pour pour donner la possibilité à l'État d'alléger ces conditions d'obtention du titre foncier? Oui, les premières possibilités sont ce que nous sommes en train de faire ici. Je sais que nous sommes sur une chaîne écoutée directement au palais. Lorsque nous parlons ici, lorsque nous faisons des émissions à nos risques et périls, lorsque nous dégageons d'énergie pour le faire de façon bénévole, c'est que nous véhiculons des messages. Tout à l'heure, je dis, au niveau de l'ONG, nous plaidons déjà depuis 5 ans pour que les procédures d'obtention du titre foncier soient véritablement allégées pour les populations. Parce que c'est trop de tracasseries et à cause de ces procédures d'obtention, je vous assure tout que si vous allez à l'ANDF, c'est plus de 5000 titres fonciers qui sont bloqués juste à cause des procédures. Il faut que dans le code foncier et domanial qui est sur la table de l'Assemblée, que les législateurs, que le gouvernement pense d'abord à alléger les conditions la procédure d'abord d'obtention du titre foncier qui fait grincer les dents et ensuite le coût du titre foncier aujourd'hui paraît exorbitant. C'est vrai, lorsque vous prenez le montant variable qui est demandé, à peine 105 000 francs reviennent dans la caisse de l'État. Autrement dit, ce sont d'autres structures externes à l'ANDF qui font que ce sont les prestations d'autres structures externes à l'ANDF, indépendantes, qui font que le coût pèse sur les populations. Ah oui? Quant au gouvernement, oui, lorsque l'ANDF doit vous délivrer une attestation, un titre foncier, à peine 110 000 francs entrent dans la caisse de l'État. Le reste des fonds, le reste de ce que vous payez, ce sont des prestataires externes qui bénéficient de ça. Toutefois... C'est l'État qui permet cela, hein? Non, absolument. Si vous prenez un géomètre expert indépendant pour qu'il vous fasse un bornage contradictoire, mais il dépose sa facture. Lui doit être payé. Si vous couvrez un événement à l'État, vous prenez une facture, on vous paye, monsieur le journaliste. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est ce qui vous nourrit. L'État prend 110 000, vous avez dit. Non, je n'ai pas. J'ai donné un exemple, pour dire que ça ne dépasse pas. C'est l'État qui a corsé la procédure. Il faut aller à l'attestation de détention coutumière. Il faut aller. Absolument. Il faut passer par le géomètre pour la contradiction avec tout ce que cela engendre comme fond. Après, il faut passer d'étape en étape. Et ça revient extrêmement onéreux pour les populations, les pauvres populations. L'émission que nous sommes en train de passer est la énième. Il n'y a pas de presse télévisée, écrite, orale ou en ligne qui ne me connaissent pas. Mais on a comme l'impression justement que l'État n'entend pas. Ah non, l'État vous attend. L'État ne comprend pas. Non, l'État comprend. Ça pèse sur la population. Et c'est d'ailleurs pourquoi pas de 5 000 fonciers ne sont pas encore sortis. Je ne me fais pas le porte-parole de l'État. Peut-être qu'il y a des voix plus autorisées. Il y a l'ANDF qui est là. Mais je suis un expert foncier qui est en permanence dans des recherches. Je vous assure tout. Lorsque déjà je vous dis que le code foncier et domanial en vigueur est actuellement sur la table de l'Assemblée nationale pour subir une nouvelle modification, ça voudrait dire que vous devez vous patienter pour voir si l'État ne vous a pas écouté. N'écoute pas. L'État vous écoute parce que si l'État n'écoute pas, il n'aurait dû pas quand même initier cette 3e révision du code foncier. On estime vivement que lorsque ce code sera révisé,
tout ce que nous sommes en train de dire ici sera pris en compte. Une toute petite question encore avant de passer peut-être à la prochaine étape, M. Moussé. Donc il faut comprendre que désormais, à partir de 2023, si j'ai une parcelle et que avant de quitter ce monde pour aller rejoindre nos ancêtres, je n'ai pas un titre foncier, je quitte, mes enfants ne peuvent pas en hériter. Non, on ne va pas le dire comme ça. Ah d'accord. Toutes les fois que quelqu'un ne va pas surgir de quelque part pour dire que la parcelle que vous avez laissée, qu'en réalité c'est sa parcelle. C'est ce que nous subissons jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous allez dans les cours, devant les cours et tribunaux, c'est des problèmes pareils. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas protégé votre bien. Si vous avez un titre foncier au Bénin, ce titre foncier porte définitivement votre nom. Et ça voudrait dire simplement qu'aucune autre personne ne pourra venir dire que la parcelle est à lui. Vous avez donc le choix à protéger votre titre foncier avant peut-être de ne plus être là, ou le choix de ne pas la protéger et de la laisser aux diverses intempéries, aux divers cas de conflit qu'on pourrait avoir. Monsieur Moussé, vous venez donc de confirmer que le titre foncier au Bénin, selon la législation foncière, est définitif et inattaquable une fois délivré à son propriétaire. Et pourtant, de nombreux litiges fonciers dans nos tribunaux portent sur les parcelles ayant de titres fonciers. N'est-ce pas une contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. Le code foncier domanial en vigueur au Bénin dit en ses articles 146 et 47 que le titre foncier est définitif et inattaquable. Qu'en cas de fraude ou d'erreur, la personne ayant fraudé pour avoir ce titre foncier garde son titre foncier malgré la fraude. Je l'explique en français facile. Le code foncier domanial béninois a été clair. Et lorsque vous allez dans ces articles 146 et 47, c'est stipulé clairement que le titre foncier est définitif et inattaquable. Qu'en cas d'erreur ou de fraude, la personne ayant fraudé garde ce titre foncier et le propriétaire légitime sera indemnisé. Je voudrais d'abord, avant de revenir, vous dire pourquoi le législateur a prévu cela. C'est ce que les gens ne vous expliquent pas. Ce n'est même pas aussi connu de certains acteurs du foncier. Pourquoi le législateur a préféré que, même si, Madame Fatombi, c'est de façon frauduleuse que vous aviez obtenu un titre foncier, que devant les cours et tribunaux, le tribunal reconnaît que ça c'est ma parcelle, mais que vous l'avez obtenu de façon frauduleuse, malgré que vous l'ayez obtenu de façon frauduleuse, la loi vous dit de garder ça. Et que moi, on va m'indemniser. Pourquoi le législateur a conçu les tests comme ça? C'est ça que nous allons vous expliquer tout à l'heure. Monsieur Chabel, oui. Vous avez acheté une parcelle à 5 millions de francs, mais de façon frauduleuse. Et vous êtes empressé d'aller prendre un titre foncier sur cette parcelle. Parce que vous savez que la loi vous dit que le titre foncier est définitif et inattaquable. Vous avez acheté la parcelle à 5 millions, vous avez pris un titre foncier sur ça. Mais la parcelle que vous avez achetée à 5 millions, vous avez fait un investissement de 20 milliards sur cette parcelle. Et 5 ans après, il y a une personne qui porte plainte devant les cours et tribunaux pour dire que
la parcelle sur laquelle vous avez investi 20 milliards, là, que c'est sa parcelle. Et à l'issue de la décision, le tribunal a reconnu effectivement que ce n'est pas votre parcelle et que c'est sa parcelle. Mais voilà que vous avez investi 20 milliards de francs sur cette parcelle. Est-ce qu'il faut vous déguerpir comme ça? Il faut mettre en l'air tout l'investissement, peut-être c'est des usines. Le législateur a dit non, nous allons sécuriser l'investissement malgré qu'il a fraudé. Donc c'est l'esprit du législateur en disant, même si vous avez frauduleusement eu un titre foncier, il reste définitif. Mais on va indemniser. Et qui indemnise? C'est l'État qui indemnise parce que c'est l'État qui vous a délivré le titre foncier. Bon, une action coercitive sera mise à l'encontre de tous les acteurs qui sont complices de la fraude. Jusqu'à le détenteur du titre foncier fraudé. Absolument. Mais lui garde ce titre foncier. Donc l'esprit du législateur en disant, même si vous avez eu un titre foncier de façon frauduleuse, vous le gardez, mais on indemnise l'autre. Voilà ça. Vous pouvez acheter une parcelle à 5 millions et faire des investissements de 40 milliards. Est-ce que parce que le tribunal a dit, vous avez fraudé, est-ce qu'il faut mettre en fumée les investissements de 40 milliards au profit de l'autre? Non. Le législateur a dit, on sécurise celui qui, encore que ce n'est pas vous-même qui vous êtes délivré le titre foncier. C'est une institution de l'État. Qu'est-ce que l'institution là, comment est-ce elle a procédé pour pouvoir ne pas déceler la fraude jusqu'à ce que vous obtenez le titre foncier. Donc, en réalité, il faut protéger l'investissement. Pour revenir. Oui, ce qu'on peut retenir, c'est donc que le titre foncier est plus important que tout le reste. Eh bien, le titre foncier, lorsque vous l'obtenez, c'est le seul document de preuve de la propriété foncière au Bénin. Est-ce que le titre foncier est inattaquable? Non. Ça, c'est une autre confusion dans la tête des populations. Le législateur, en disant le titre foncier définitif est inattaquable, n'est pas en train de dire que lorsque vous aviez frauduleusement eu un titre foncier sur ma parcelle et que je reste les bras croisés. Le titre foncier, c'est quoi? C'est un document, non? C'est un document. Or, tout document, c'est un document administratif. Or, tout document qui émane de l'administration au Bénin est attaquable devant le juge administratif. Par conséquent, si quelqu'un estime qu'il a été lésé, qu'on lui a arraché frauduleusement une parcelle sur un titre foncier, il a le droit d'aller devant les cours et tribunaux. Donc, le titre foncier peut faire objet de recours devant nos tribunaux. Voilà ce que je peux vous dire. Le titre foncier est bel et bien attaquable. Le titre foncier est attaquable. Oui. Mais si, au terme de la procédure, oui, on s'aperçoit que c'est un titre foncier fraudé, oui, le fraudeur oui, garde son titre foncier. Absolument. L'État indemnise le réel propriétaire. Et les complices et autres feront face à la justice. Le fraudeur et tout le reste feront face à la justice. Jusqu'à peut-être qu'il soit dessaisi de la propriété par l'État. Non, non. Je vous dis, le titre foncier a été délivré par l'État. C'est dans le souci de sécuriser sa parcelle qu'il est venu. Et l'article 146 du Code foncier est clair. Lorsque vous obtenez un titre foncier, il reste définitif. Est-ce que vous ne voyez pas là une certaine injustice? Je vais vous donner l'exemple. J'ai un domaine, par exemple, en face du palais de la présidence de la République. Un tiers s'arrange pour obtenir un titre foncier.
devant le juge administratif. Et puis, il fait sur 10 ans un investissement de 500 milliards. Un tiers s'arrange pour obtenir un titre foncier et fait cela. Je vais devant les tribunaux. Et puis on me dit non, monsieur Ayoub, on va vous indemniser. Lui, bon, on va enclencher une procédure contre lui. Mais alors qu'il a eu le temps de faire son investissement, vous lui demandez de payer n'importe quoi aujourd'hui, puisque l'État ne va pas lui dire, pour une parcelle Paris, il faut payer 250 milliards. On va peut-être lui donner une pénalité, il va payer, il a déjà fait plein de sous et puis il reste tranquille. Et ça encourage la fraude, ça encourage la délinquance, n'est-ce pas, monsieur Moussé? Oui, monsieur Chabel, tout ce que nous évoquons aujourd'hui, je peux vous garantir que depuis l'opérationnalisation de l'Agence nationale du domaine et du foncier, tous ces cas restent dans l'histoire. Aujourd'hui, il est difficile, je prends le risque de dire même impossible, que quelqu'un de façon frauduleuse ait un titre foncier. Parce que l'administration a été dynamisée, modernisée. Avant, vous pouvez avoir une parcelle à Parakou et venir prendre le titre foncier à Cotonou. Comme vous pouvez avoir une parcelle à Cotonou et aller prendre son titre foncier à Parakou. C'est de la merde. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Tout est en ligne, tout est contrôlé. Il n'y avait pas un contrôle technique en amont avant. Depuis l'opérationnalisation de l'Agence nationale et du domaine, et depuis que ce président est là, je vous assure tout que les risques d'avoir des titres fonciers frauduleux sont très minces. Alors, une question. Hein. Si vous confirmez qu'un titre foncier peut être objet de recours devant les tribunaux, est-ce que une décision de justice peut annuler un titre foncier? Oui, voilà une question très intéressante qui fait couler beaucoup d'encre, qui apporte beaucoup de confusion, et même au sein des acteurs du foncier. Alors, l'expression annulation, est-ce qu'on peut annuler un titre foncier? Alors, dis donc. Moi, je dis que on ne peut pas annuler un titre foncier. Le titre foncier est définitif et inattaquable. Les seuls cas, je laisse la période 2013 à 2016. Peut-être cette période fera l'objet d'une émission ici. Quand je dégage cette période de 2013 à 2016, oui, nous allons revenir pour vous expliquer des choses sur ça, sur cette période. Quand nous ôtons, nous 2013 dégageons... à 2016. Oui. Quand nous dégageons cette période, je vous dis... 2016, 2018, 2018, 2023. Oui, cette période de 2013 à 2016, il s'est passé quelque chose dans le code foncier, mais nous n'allons pas ouvrir la parenthèse ici. C'est pourquoi je dis... C'est immense. Merci. C'est pourquoi je dis, nous allons vider ça lors d'une autre émission. Mais les seules fois que le juge va tenter de remettre en cause un titre foncier, normalement en République, en République du Bénin, non pas à partir de 2023, elle demandait tout à l'heure si on peut annuler un titre foncier. Voilà. Je dis premièrement, nous dégageons la période 2013 à 2016. Nous allons y revenir. Maintenant, est-ce qu'on peut annuler un titre foncier? Les seules fois que le juge serait amené à mettre en cause un titre foncier en République du Bénin, c'est toutes les fois que dans la procédure de la délivrance, il y a erreur. Ça veut dire quoi? Pour obtenir un titre foncier au Bénin, nous avons 4 phases. La première phase, le dépôt et la vérification de votre dossier. La deuxième phase, c'est la publicité foncière.
La troisième phase, c'est le bornage contradictoire. Et la quatrième phase, c'est le retour du bornage contradictoire et la délivrance du titre foncier. Ça fait 4 phases. Si une des phases n'est pas observée, ne se trouve pas observée dans la procédure, si par exemple la phase de la publicité n'a pas été faite, si par exemple la phase du bornage contradictoire n'a pas été faite, et malgré tout cela, on a obtenu un titre foncier, le juge va mettre en cause le titre foncier là. Mais au lieu de parler de l'annulation, il faut parler de l'inexistence du titre foncier. On n'annule pas un titre foncier. Le titre foncier N'a jamais été existé. Et que fera le juge? En réalité, il va ordonner que la procédure reprenne pour que les 4 phases d'obtention du titre foncier soient observées. Je répète, est-ce qu'on doit annuler un titre foncier? On ne parlera pas de l'annulation dans ce cas précis. On parlera de l'inexistence du titre foncier. Et puis, votre question votre question me rappelle ce que je vais vous lire, ce fameux procès de la Cour suprême béninoise sur un litige foncier qui a opposé 2 personnes. On était donc à M. Chabel en 2000, année 2000, quand la chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin, à travers l'arrêt numéro 074 CJ-CM du 8 décembre 2000, à travers donc un litige foncier, la Cour a déclaré que les conditions de délivrance du nouveau titre foncier ne font pas obstacle au principe de l'intangibilité du titre. Et que lorsque l'État délivre un titre foncier à une personne à tort ou à raison, nul ne peut remettre en cause le dit titre foncier. Et le juge continue en disant qu'en cas de fraude ou d'erreur, il est ouvert une action en indemnisation et non une action en réel. Une action réelle du moins. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire simplement que cet arrêt de la chambre judiciaire de la Cour suprême béninoise est conforme, rejoint les articles 146 et 147 du Code foncier en vigueur qui stipulent clairement que le titre foncier est définitif et inattaquable et qu'en cas de fraude ou d'erreur, c'est une action en indemnisation qui sera ouverte. Mais, curieusement, en 2007, 7 ans après cette décision, cet arrêt, la chambre administrative, cette fois-ci, de la même Cour suprême. Merci. Avant, c'était la chambre judiciaire qui a dit, lorsque vous délivrez un titre foncier, nul ne peut remettre en cause. 7 ans après, la chambre administrative de la même Cour suprême du Bénin statue sur un autre litige foncier qui a opposé la collectivité Couponou à M. Bokor Jacob Timonté. Et par un arrêt, la Cour suprême, la chambre administrative de la Cour suprême prononce pour la première fois la décision d'annulation des titres fonciers numéro 110 et numéro 513 querellés dans la commune de Semepoji. Je voudrais d'abord dire que cette annulation prononcée par la chambre administrative de la Cour suprême béninoise n'est pas en réalité, ne devrait pas en réalité être considérée comme annulation parce que je vous ai dit, le mot annulation ne devait pas exister ici.
Mais c'est l'inexistence. Voilà. Et pourquoi, dans ce cas précis, le juge a prononcé la remise en cause? C'est simplement parce que dans la procédure d'obtention, le juge a constaté que les 4 phases n'ont pas été observées. Vice de procédure. Merci. Je reprécise que toutes les fois que les phases, l'une des phases, des 4 phases de la procédure d'obtention ne sera pas observée, le juge est en mesure de remettre en cause le titre foncier et de dire, reprenez-moi la procédure. Ah, donc, voilà un peu de quoi il s'est agi. Donc, dans cet arrêt, si les procédures ont été respectées et que c'est de façon frauduleuse que la personne a eu son titre foncier, même dans cette décision, le juge ne pourra jamais remettre en cause ce titre foncier. Toutes les fois que les procédures sont observées et que c'est de façon frauduleuse que vous avez eu le titre foncier reste définitif. Donc, en réalité, c'est quoi le titre foncier? C'est une immatriculation. Et l'immatriculation veut dire, nous avons attribué un numéro. Quand vous attendez un titre foncier, ce n'est qu'un numéro. Le titre foncier, numéro. Et puis Merci. Donc, même en cas de litige, le titre foncier reste, le numéro du titre foncier reste attaché à l'immeuble jusqu'à ce que on puisse retrouver le propriétaire légitime du titre foncier. Ça veut dire quoi? On ne peut pas annuler ce numéro. On ne peut pas faire disparaître du livre foncier le numéro. Le numéro reste. Le numéro reste. Le propriétaire. On peut muter. Le détenteur. On peut muter le nom du détenteur légitime sur le numéro du titre foncier. Ah, c'est possible ça aussi. C'est dans les cas. Oui, par exemple, lorsque vous savez que le domaine public, nous n'avons pas dit des exceptions. On a dit le titre foncier est définitif et inattaquable. Lorsque moi, Daouda Moussé, de façon frauduleuse, j'obtiens un titre foncier sur votre parcelle, devant le juge, vous ne pourriez plus prétendre à la retirer cette parcelle. Mais lorsque moi, Moussé Daouda, de façon frauduleuse, j'obtiens un titre foncier sur le domaine de l'État ou des collectivités territoriales, c'est une exception à la loi. L'État va arracher ce titre foncier. Et comment ça se fait? Le numéro ne disparaît pas. Donc, on n'annule pas le titre foncier. On va permuter. C'est-à-dire, mon nom n'existera plus. Mais Le nom de l'État sera gravé sur le numéro de ce titre foncier. Même si sur le domaine que j'ai peut-être acheté à 5 millions, j'érige une industrie de plus de 500 milliards. Oui, c'est une dérogation, c'est une exception. C'est le domaine public de l'État ou des collectivités territoriales. L'État est injuste là. Pourquoi? Quand il s'agit des individus, des particuliers, Oui. on leur applique une loi. Mais quand il s'agit de l'État lui-même, on lui applique une autre loi. Tu as tendance à avoir 2 poids, 2 mesures. Monsieur Chabel, je ne suis pas d'accord avec vous parce que d'abord l'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Vous avez une famille à laisser. Vous avez des progénitures. Vous avez toute une génération qui vient après vous. Et vous voulez que des individus puissent s'arroger de quelques domaines de l'État. Si demain, nous sommes appelés à ne plus être là, si demain, les générations qui viennent, si chacun doit arracher les domaines de l'État et on va leur concéder ça, que viendront retrouver les générations futures? Donc, et le particulier, c'est-à-dire, oui. Ma collègue a un domaine arraché parce que quelqu'un a frauduleusement obtenu un titre foncier. Mais ça crée des problèmes à toute sa descendance. Non, vous touchez un problème purement juridique.
l'intérêt, vous le connaissez, l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier. C'est une évidence et il n'y a même pas de débat à faire autour. Monsieur Moussé, j'ai juste une petite question. Désormais, à partir de 2023, c'est clair, les collectivités locales ne pourront plus délivrer certains documents relatifs à la procédure d'obtention du titre foncier. Cela va constituer une baisse drastique de leur budget, de leur revenu. Que feraient les collectivités locales en ce moment? Oui, Monsieur Chabel, vous touchez là l'éternel problème, question de mobilisation des ressources locales. Et nous savons que, je l'ai dit tout à l'heure ici, à partir de 2023, du 14 août 2023, si aucune disposition nouvelle n'intervenait, c'est que aucun maire ne pourra plus passer à l'affirmation des conventions de vente. Ça voudrait dire implicitement que nous tendons vers la fin des conventions de vente. La disparition progressive de ce qu'on appelle convention de vente sera actée. On ne parlera plus de convention de vente. Et si on ne parle plus de convention de vente, il n'y a pas de raison pour qu'on parle d'affirmation de convention de vente par le maire. Pourquoi nous ne parlerons plus de convention de vente? La loi est claire. Lorsque vous avez une parcelle qui a de titre foncier, Madame Fatombi, et que vous voulez vendre votre parcelle, vous n'allez plus à la mairie pour acheter une quelconque convention de vente. Vous allez directement devant le notaire. Vous allez dans un cabinet notarial. Et l'acte authentique, c'est-à-dire l'acte qui remplace la convention de vente, elle se fait maintenant. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas en 2013 que vous devez aller chez le notaire. Même actuellement, si vous achetez une parcelle, vous pouvez directement aller devant le notaire pour l'acte. Mais beaucoup plus, à partir de 2023, vous n'avez pas le choix d'aller soit chez le notaire, soit à la mairie. Vous avez l'obligation, une seule obligation, celle d'aller devant le notaire. Si vous devez aller devant le notaire directement, ça veut dire que vous n'avez plus à acheter une convention de vente. Et si vous n'avez plus à acheter une convention de vente, ça voudrait dire que le maire ne pourra plus affirmer. Mais vous savez, les affirmations. Affaires, Monsieur Moussé. On comprend pourquoi l'obtention de titres fonciers devient trop cher. Notaire, huissier, géomètre. L'État a créé des affaires à tous ceux-là. Ils vont s'en mettre plein les poches. Et ce sont les populations qui, au bout du rouleau, deviendront les dindons de la farce. Oui, je reviens sur ça. Lorsque vous, les maires, ne pourront plus affirmer les conventions. Vous imaginez, même si ce taux d'affirmation reste à polémique, parce que le taux d'affirmation d'une convention, c'est 1%. La loi dit 1%. C'est vrai, lorsque vous êtes... Et ça revient désormais au notaire. Lorsque vous êtes... Non, il n'y a plus de... Ça ne revient pas au notaire. Le notaire a ses émoluments qui sont différentes, mais il n'y a plus d'affirmation. Ça veut dire qu'il n'y a plus de recettes, en réalité, pour les communes. Alors, lorsque vous êtes à Cotonou et vous achetez une parcelle à 500 millions de francs, si la mairie appose le taux de 1%, vous voyez ce que ça fait à la mairie. Désormais, il n'y a plus cette recette de ce côté. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a plus d'autres milliers de recettes liées au foncier que les mairies, les collectivités territoriales peuvent avoir. C'est plutôt l'ignorance, le manque de formation qui fait que les collectivités territoriales ne se retrouvent pas dans cette mobilisation des ressources liées au foncier. Il faut quoi? Il faut des experts pour les former. Il faut qu'elles se lèvent
il ne faut pas qu'elles attendent à tout bout de champ l'ANDF. Nous attendons que l'ANDF vienne vous former. L'ANDF ne peut pas se multiplier en 77 pour aller former à tout bout de champ pendant qu'elle a d'autres missions. Il faut que les collectivités sachent qu'elles doivent aller vers des experts pour des formations. Il n'y aura plus d'affirmation, il n'y aura plus de recettes liées à l'affirmation, mais il y a beaucoup d'autres recettes que des experts fonciers peuvent introduire, peuvent les conseiller, et des recettes qui cadrent bel et bien avec la loi. Donc je voudrais rassurer les collectivités territoriales pour dire, c'est vrai, à partir de 2023, il y a cette histoire de convention. Vous savez, dans une mairie, ça varie. Quand vous prenez par exemple à Bomé-Calavi, je crois que c'est 25 000 francs, hein, plus les timbres, vous vous retrouvez à 27 000 francs pour la seule convention de vente. Maintenant, si on doit affirmer, c'est 1% sur le montant qui est là. Donc, à partir de 2023, non seulement il n'y aura plus cette vente, cette recette liée à la convention, mais aussi il n'y aura plus de recettes liées à l'affirmation. Qu'est-ce que nous devons faire pour boucher ce trou? Lorsqu'on doit passer chez le notaire et ensuite aller payer 1% à l'Agence nationale du domaine et du foncier, c'est peut-être un montant plus élevé que ça? Non, je ne vous ai pas parlé de 1%. Lorsque vous faites une transaction, désormais vous allez chez le notaire. Le notaire se charge de faire toutes les autres formalités en votre nom. Mais au nom de ces formalités, il y a forcément ce qu'on appelle l'enregistrement et la TPVI à payer. Le droit d'enregistrement, c'est 5%. La taxe de plus-value immobilière, c'est 5%. Ça, c'est différent de l'affirmation de la convention de vente qui est 1% qui se fait à la mairie. La taxe qui est appelée taxe de plus-value immobilière qui est à 5%, ça c'est une recette de l'État qui visiblement sera partagée entre l'État et les communes, peut-être selon les dispositions. Le droit d'enregistrement qui est de 5%, c'est une recette de l'État central. Mais les 1% qui sont les frais d'affirmation jusqu'à aujourd'hui, ça c'est une recette locale, c'est pour les collectivités territoriales. C'est ça qui tend à disparaître à partir de 2023, parce que quand j'ai mon titre foncier et j'achète une parcelle, je vends une parcelle, je ne vais plus à la mairie, mais plutôt devant le notaire. Alors, monsieur l'expert, dans un litige qui oppose deux personnes, le tribunal donne décision et ordonne déguerpissement de celui qui a perdu le procès. Ce dernier estime être lésé et fait appel à la cour d'appel. La cour et bien sûr confirme la décision du tribunal. Il est toujours insatisfait et saisit la Cour suprême. Alors que la Cour suprême rend sa décision, la partie lésée qui a saisi la Cour suprême saisit aussi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle déclare la décision de la Cour d'appel et la Cour suprême, contraire à la Constitution, et semble donner raison à celui qui a pourtant perdu devant 3 juridictions. Mais malgré la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême a ordonné le déguerpissement et a ignoré la décision de la Cour constitutionnelle. Voici ma question. Les décisions de la Cour suprême s'imposent-elles aux décisions de la Cour constitutionnelle malgré le litige foncier? Oui, votre question me rappelle une fois encore un cas de litige foncier dans lequel 2 personnes revendiquent une même propriété foncière. Et la personne A esté en justice au tribunal de première instance du lieu de situation, la personne B. La personne A, le tribunal a rendu sa décision, son jugement du moins, en faveur de la personne A.
la personne B n'a pas été d'accord. Elle interjette appel devant la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal. Ça veut dire que la cour d'appel a toujours donné raison à la personne A. Oui. La personne B n'a pas toujours été satisfaite. Il fait un pouvoir en cassation. Il va donc devant la Cour suprême. Elle va donc devant la Cour suprême. Elle n'a pas été satisfaite de la décision encore donnée par la Cour d'appel. Pendant qu'elle a saisi la Cour suprême, Oui. elle a rapidement encore saisi la Cour constitutionnelle pour le même objet. Mais la Cour constitutionnelle rend sa décision et estime que le droit de cette personne B a été violé. C'est un revirement. Oui, oui. Après 3 degrés de confirmation, la Cour, elle, dit que la loi a été violée. Vous me demandiez... Alors que la Cour suprême a déjà statué et cette décision sont sans recours. Merci. Vous me demandiez, est-ce que la décision de la Cour en matière foncière, bien entendu, prime sur la décision de la Cour constitutionnelle, qui a pourtant dit non, que la loi était violée. Je vous lis ceci. L'une et l'autre. Voilà, je vous lis ceci. Nous sommes face à un contentieux foncier. La Cour suprême, dans la Constitution béninoise, en son article 131 nouveau, l'article 131 nouveau de la Constitution béninoise stipule: la Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et judiciaire. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les autres juridictions. Mais l'article 124 de la Constitution, de la même Constitution béninoise, stipule que pour ce qui concerne la Cour constitutionnelle, que les décisions aussi de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, comme la Cour suprême. En matière administrative et judiciaire. Elle affirme simplement d'aucun recours ici. Elle s'impose au pouvoir public. Attention, elle s'impose au pouvoir public et à toutes les autres autorités civiles, militaires et juridictionnelles. La Cour suprême est un pouvoir public. Je viens. La Cour constitutionnelle, vous devez savoir quel statut obligatoirement sur la constitutionnalité des lois. La Cour statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques en général. Dès lors qu'il s'agit des droits de l'homme, de tout fait et de tout comportement de quelque nature et de qui que ce soit provienne, que ce soit des citoyens, l'administration, des organes juridictionnels, y compris la Cour suprême.
la Cour doit statuer. La Cour constitutionnelle doit statuer. Je vous lis ceci, je répète. Dès lors qu'il s'agit des droits de l'homme, de tout fait et de tout comportement de quelque nature que ce soit, et de qui ça provienne, que ce soit un citoyen, que ce soit l'administration, que ce soit un organe juridictionnel, y compris la Cour suprême, la Cour constitutionnelle doit statuer. Ça voudrait dire quoi, madame? Ça voudrait dire tout simplement que les décisions de la Cour constitutionnelle priment sur les décisions de toutes les juridictions du Bénin, y compris celle de la Cour suprême. Autrement dit, même en matière foncière, dès lors que la Cour constitutionnelle vérifie, rejuge, elle ne juge pas. Elle voit la constitutionnalité. Elle dit, le droit n'a pas été respecté. Donc, dès lors que la Cour constitutionnelle dit que pour ce procès, vous n'avez pas respecté la Constitution, ça voudrait simplement dire qu'en principe, les effets de l'arrêt de la Cour suprême ne devaient pas être mis en branle et que ces effets, normalement, devaient être nuls et de nul effet. Si malgré ça, merci, si malgré la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême ordonne l'exécution, c'est une défiance à la nation, c'est une défiance à l'État, c'est une défiance à la Cour constitutionnelle et là c'est grave. Et l'exécutif ayant à sa tête le chef de l'État, en de pareils cas, qu'est-ce que le chef de l'État devrait faire? C'est ce que je dis quand je dis c'est une défiance à la nation, mais qui est le chef de la nation, le père de la nation, comme on le dit. On pourrait saisir le chef de l'État pour qu'il tranche, qu'il tranche. Cela veut dire qu'on peut aller jusqu'à traduire devant d'autres juridictions les membres de la Cour suprême et qui se sont rendus compte. Absolument, lorsque... Puis c'est comme... S'il parjurait. Absolument, c'est pourquoi j'ai relu plusieurs fois. Si vous voulez, je le relis encore. Dès lors qu'il s'agit des droits de l'homme, ça veut dire la partie B a estimé que son droit a été violé. Et la Constitution du Bénin dit, dès lors qu'il s'agit des droits de l'homme, qu'il s'agit de tout fait, qu'il s'agit de tout comportement, de quelque nature, et que ça provenait de qui que ce soit, c'est trop fort. C'est plein de sens. Que ce soit d'un citoyen, que ce soit de l'administration, que ce soit d'un organe juridictionnel, y compris la Cour suprême, la Constitution doit statuer. Et dès lors que la Cour constitutionnelle doit statuer, et dès lors que la Cour constitutionnelle statue et dire la loi n'a pas été respectée, en réalité, les décisions de la Cour suprême ne devaient plus avoir effet. C'est ça. C'est pourquoi vous allez constater que dans les cas de litige, il y a quelques années, le gouvernement a arraché, j'allais dire, est-ce que je vais parler d'arracher, non? A donné une décision où un ex-président de la République avait perdu sa parcelle. Le gouvernement a repris les parcelles. Il y a quelques mois, le même gouvernement a repris des parcelles d'un ancien ministre. Oui, ça arrive. Vous vous souvenez? Vous savez ce que le gouvernement a fait? Il a attaqué, il est allé devant la Cour constitutionnelle et poser le problème pour voir
si les achats là ont respecté, les transactions là ont respecté la Constitution. Mais si la Cour dit que non, ces transactions sont contraires à la Constitution, ça veut dire que les effets de vos transactions là sont nuls et de nul effet et qu'on va incorporer. Monsieur Daouda Moussé, le temps qui nous est imparti est épuisé. Je vous laisse conclure. Merci une fois encore, Madame Fatombi. Merci à vous. Nous avons parlé de long en large du titre foncier. Je voudrais d'abord remercier le président Patrice Talon pour le courage, le sens du bienfait, le sens de le courage qu'il a à pouvoir entreprendre des réformes audacieuses, très audacieuses dans le secteur du foncier au Bénin. Je l'encourage davantage, j'encourage les membres du gouvernement, notamment l'Agence nationale du domaine et du foncier, à sa tête le docteur Koubrenou, pour tout ce qu'ils font pour la modernisation du secteur foncier. Aux citoyens, pour une bonne république, il faut une législation forte. Ce n'est pas évident que le délai de 2023 puisse être prorogé. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce n'est pas évident. Ça voudrait dire quoi? Il faut que chaque citoyen aujourd'hui puisse commencer tout au moins à aller chercher dans les mairies ce qu'on appelle attestation de détention coutumière pour les terres rurales et ce qu'on appelle attestation de recasement pour les terres loties, afin que, à partir de 2023-2024, si la loi reste intacte, que nous puissions aller vers le titre foncier. Je reviens au gouvernement pour dire, je me fais le porte-parole des sans-voix, des millions de Béninois, pour dire au gouvernement d'essayer d'alléger la procédure d'obtention de titres fonciers, y compris le coût pour le bien-être des populations. Nous vous disons merci, monsieur l'expert foncier Daouda Moussé, Charbel Ayou. Vous avez le temps de conclure. Merci, mon Choukourat Fatombi. Mesdames, Messieurs, le code foncier béninois est un code non rigide et adaptable aux réalités du moment, parce que l'actualité en matière foncière est dynamique aussi. Dès le 14 août 2023, aucune opération foncière ne se fera sans le titre foncier. Pendant 40 ans et après les indépendances, 80% des affaires foncières devant nos tribunaux sont relatives aux litiges fonciers. Le titre foncier n'est pas pour compliquer l'existence aux populations, mais pour les aider à sécuriser leurs biens. Et c'est justement pour cela qu'il faut que le législateur ou l'État béninois devra davantage alléger la procédure d'obtention du titre foncier, laquelle procédure actuellement est extrêmement corsée et de plus en plus onéreuse. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est pourquoi il faut aller au titre foncier, a déclaré notre invité Daouda Moussé, expert foncier. Le code foncier béninois, en ses articles 146 et 147, stipule la définitivité et l'inattaquabilité du titre foncier. En cas de fraude pour son obtention, le fraudeur reste responsable propriétaire du foncier et le réel propriétaire sera indemnisé. Toutefois, tout document administratif est attaquable devant le juge administratif. Seulement, l'annulation du titre foncier est impossible, mais si une erreur survient dans la procédure de la délivrance du titre foncier, ce titre foncier peut être déclaré inexistant. Autrement dit, en cas de vice de procédure, le titre foncier obtenu devient inexistant. Par ailleurs, dès 2023,
dès 2023, on ne pourra plus affirmer, les mairies en tout cas ne pourront plus affirmer les conventions de vente. Conséquence, les conventions de vente vont disparaître. La fin des recettes des collectivités locales n'entraîne pas automatiquement la fin des recettes en matière foncière. Par ailleurs, les décisions de la Cour constitutionnelle priment surtout et priment aussi en matière foncière. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Merci à vous, monsieur Daouda Moussi, expert foncier. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Manchourat Fatsoubi. Chabelaïou, merci. Mesdames, messieurs, à samedi prochain.